Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous devez votre notoriété à un double regard. Le premier sur la musique dans la presse et le second sur les filles en chanson. Votre nouvel album s'intitule L'homme invisible, ce qui ne vous empêche pas d'être aujourd'hui parfaitement visible au micro de Sud Radio, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Bonjour Patrick Coutin. Bonjour Jacques. Le retour, Patrick Coutin, on vous connaît à travers une chanson célèbre des années 80, mais vous avez fait plein de choses aussi, et là vous sortez un nouvel album, L'homme invisible, alors que vous êtes là, c'est un paradoxe. Donc, oui, c'est un paradoxe. Voilà. En tout cas, le principe des clés d'une vie, c'est de vous raconter à travers des dates clés, et ne pas parler seulement de votre chanson « J'aime regarder les filles », que tout le monde connaît encore aujourd'hui, c'est assez étonnant. C'est comme un enfant qui est devenu plus célèbre que ses parents, si vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque chose qui a sa propre vie maintenant, voilà. Ça appartient aux gens. Alors, on va bien sûr évoquer cette chanson, mais aussi beaucoup d'autres choses, à travers des dates clés. La première, c'est un souvenir d'enfance. Le 7 janvier 1965, débute à la télévision ce feuilleton. Un cavalier qui surgit hors de la nuit. Zorro de Walt Disney, qui est encore diffusé aujourd'hui à la télévision. Et d'ailleurs, il n'y a eu que 2 séries parce que Walt Disney s'est fâché avec les ayants droit. À l'époque, ils avaient encore le droit de dire ce qu'ils voulaient. Et malheureusement, ça s'est arrêté et personne n'imaginait que ce serait culte. Et je crois que c'est le seul souvenir de votre enfance à la télévision. C'est le principal souvenir. Il y en avait un autre dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure, mais on en regardait peu la télévision à l'époque. C'était une télévision noir et blanc. Je crois qu'on avait une demi-journée par semaine où on n'allait pas à l'école. Le jeudi. Voilà, c'était le jeudi et Zorro passait là. Il y avait un épisode toutes les semaines. Évidemment, on était devant l'épisode. Et c'était un feuilleton qui a beaucoup fabriqué ma génération. Oui. Parce que Zorro, c'était quelqu'un de la bonne société, mais qui était un justicier. Quelqu'un qui rendait justice aux pauvres. Et on était dans un monde dans lequel cette idée était très importante, et cette idée a quand même marqué ma façon de penser. C'est Pierre Tchernia qui présentait les émissions du jeudi, l'ami public numéro 1, et qui lançait Zorro. Et il y a eu d'autres choses à la télévision qui vous ont marqué, Patrick Coutin? Alors, les premières émissions de variété où j'ai... La première fois, quand on a vu Johnny, Françoise Hardy ou ces gens-là, j'étais gamin, j'avais 10-12 ans, c'était le dimanche après-midi, si je me souviens, j'étais fou amoureux de Françoise Hardy. Et puis, par la suite, 1 ou 2 autres feuilletons, notamment qui s'appelait L'homme invisible. Bien sûr, et on va en reparler. Alors, vous êtes né, je crois, en Tunisie, à 270 km de Tunis, à Sfax, dont le nom viendrait de Fakous, le concombre en tunisien, ou peut-être le nom du premier gouverneur de la ville. J'espère que c'est le premier gouverneur de la ville. Mais enfin bon, c'est une jolie petite ville au bord de la mer. Et vous êtes né là parce que votre famille se trouvait là? Alors je suis né là parce que mon père, qui était militaire et qui avait fait un séjour en Tunisie, avait rencontré ma mère qui était à la fois d'origine italienne et tunisienne. C'était un mélange. Et s'était marié avec elle. Et puis après, mon père est parti. Moi, je suis né là pendant que mon père était en garnison. Puis après, mon père est parti en Indochine où il y avait cette guerre qui continuait. Et après, on est revenu en France par la suite. Et votre père, Patrick Coutin, était aussi musicien. Et je crois qu'il a voulu vous enseigner le violon et la trompette. Oui, alors, la trompette, c'était quand même compliqué parce que j'étais petit, mais il a voulu absolument que je m'enseigne le violon et que je prenne des cours de violon. Moi, j'admirais mon père. Il ouvrait un grand classeur qui faisait 40 cm d'épaisseur avec des partitions. Il prenait son violon, il jouait tout. C'était fantastique. Vous aviez un électrophone à la maison, quoi. La trompette, je pense que c'est quelque chose qu'il avait appris dans l'armée. Parce qu'il avait fait partie longtemps, pendant une quinzaine d'années de l'armée française. Et donc, il a voulu me faire apprendre le violon. Et moi, je voulais pas du tout apprendre le violon. J'étais très rébarbatif aux idées de la musique, mais j'étais d'autant plus rébarbatif que très jeune, au premier cours de chant, mon prof de chant ou mon institutrice de chant m'avait dit « Coutin, vous chantez faux, arrêtez de chanter ». D'accord. Voilà. Donc ça m'a un peu cassé les ailes quand j'étais gamin. Alors en même temps, il n'y avait pas beaucoup de musique à la maison. Je crois qu'il y avait un électrophone et qu'on l'écoutait 1 fois par semaine. Ouais, il y avait un électrophone que ma mère utilisait. Elle écoutait du Charles Aznavour. Et mon père écoutait du Brel et du Brassens. Et ça a été mes premiers disques... Écoutez. Et à l'époque, le 45 tours ou le 33 tours, c'était très cher. C'était cher, c'était rare, c'était fragile. C'est-à-dire qu'il suffisait de mal faire tomber le diamant dessus et il s'abîmait. Oui.
Et puis, en revanche, la radio, je crois que vous commencez, Patrick Coutin, à l'écouter au collège, et vers 13-14 ans, et là, la découverte de Salut les copains. Oui, alors après, je suis un mauvais élève. Donc, on m'envoie dans un collège, en internat, où j'ai un oncle qui est professeur d'allemand. Je rentre un peu dans le rang, hein, j'arrive là-bas dans ma 2e, 6e. Et là, on a le droit d'écouter un peu la radio à certains moments, surtout quand on est interne. Et moi, j'étais interne, mais j'étais plus qu'interne, j'étais presque interne à l'année parce que j'étais collé tous les week-ends. Et donc, et surtout le week-end, on avait le droit d'écouter la radio avec les pions. Et puis par la suite, j'ai eu une petite radio. On a eu le droit d'avoir une radio qui nous était confisquée pendant la semaine, mais qu'on nous rendait le week-end. Ouais. Et donc, vous écoutiez Salut les copains, Johnny, Sylvie, et plus les Rolling Stones que les Beatles. J'ai toujours été plus Rolling Stone que Beatles parce que il faut comprendre que ce rock, quand il est arrivé, c'était la liberté. C'était un peu nier ce que nos parents faisaient. Les Beatles, c'était un peu gentil, alors que les Rolling Stones, ils avaient des têtes de méchants. Moi, ça me plaisait bien. Voilà. Et en même temps, c'est votre découverte de la musique. Oui, c'est ma découverte de la musique. Et à l'époque, Patrick Coutin, curieusement, ce qui vous intéresse, c'est la littérature et l'écriture. Oui, d'abord parce que j'étais tombé sur une prof de français qui m'avait apprivoisé. C'était une jeune fille qui était remplaçante, elle devait avoir 23 ou 24 ans. Elle venait tous les jours en cyclomoteur d'Angers, c'est-à-dire qu'elle faisait 45 km en Solex. Et elle m'a initié très tôt, hein, j'avais 14 ans, à lire Sartre, à lire des romans américains, etc. Et ça m'a donné des ailes. Oui, parce que ça vous a fait une culture littéraire qui vous a entraîné vers des études de philosophie, je crois. Philosophie, français, oui. Et art plastique un petit peu aussi, oui. Les arts plastiques, pourquoi? C'était très différent quand même. Dans les années 60, 65, on avait une vision de l'art, c'était global, notre vision de l'art. On devenait artiste. Finalement, on pouvait être peintre, on pouvait être écrivain. On avait beaucoup d'artistes d'ailleurs à l'époque qui étaient un peu multidimensionnels. Et j'avais envie d'être artiste. L'art m'intéressait, je trouvais que ça racontait des choses. Et puis on avait une culture classique qui était très importante. Moi, je connaissais très jeune tous les grands peintres italiens, français, etc., etc. Donc, c'était un monde qui était faramineux, quoi. Qui complétait la musique. Et puis, il y a mai 68, et là, vous avez été carrément dans les événements, dans les manifestations, Patrick Coutin. Je suis arrivé à Paris, je suis parti acheter les livres. Je suis arrivé à Paris en mai, quelque part par là, dans mon collège à Sarcelles. On m'a donné une liste de livres qu'il a fallu acheter. Les vacances sont arrivées ou un week-end est arrivé. Moi, je suis parti à Paris, donc, parce qu'on habitait en banlieue. Je suis parti à Paris chez Gilbert Jeune, qui était l'endroit où on achetait nos livres d'occasion. Et mai 68 commençait. Et j'ai trouvé ça assez marrant. Vous étiez dans les manifs le soir à la Sorbonne, non? Pas trop, parce que mes parents quand même me surveillaient un petit peu. Hein. J'avais 15 ans ou quelque chose comme ça, 15 ans et demi. Mais j'y allais, il y avait tous ces jeunes qui étaient en train d'exploser de liberté, toutes ces filles qui faisaient des drapeaux et des affiches, etc., qui étaient un peu plus âgés que moi. Ils avaient 19 ans, 20 ans. Ça m'a tout de suite intéressé. Mais j'avais depuis toujours, et dans ma famille, on pense que ça avait à voir avec la relation que j'avais avec mon père. J'avais une assez forte révolte contre mes parents. J'adorais mes parents. Je les adore toujours, mais j'étais un gamin un peu révolté. Ça peut arriver. Et alors, il se trouve que les premiers étudiants arrêtés, c'était des étudiants d'art plastique pendant les manifs de mai 68. Mais alors, ils n'étaient même pas au courant, ils sortent d'un cours. Il y a la première manif qui est une manif spontanée. Ils ont été arrêtés par la police pour port d'armes parce qu'ils avaient encore les cutters qui servaient à tailler les fusains. Là, c'est des voyous. Les vrais voyous. Ils ont été relâchés tout de suite, bien entendu. Et puis, après les études, il y a eu les grands voyages. Vous avez commencé à voyager. Vous avez été un des premiers routards, Patrick Coutin. J'ai été routard assez jeune. C'est à un moment. Alors, j'ai commencé mes études à la Sorbonne, qui était une faculté assez merveilleuse quand même, hein, avec des professeurs qui étaient des écrivains connus dans le monde entier, des philosophes français. Études de philosophie. Hein. Oui, études de philosophie avec Alors à l'époque, on avait une étude principale, puis on faisait un peu d'histoire, un peu de philo, un peu de psycho. Donc je faisais tout ça. Et puis à un moment, alors c'était juste l'après 68. On avait, nous, de la jeunesse française et même européenne, on a eu beaucoup d'espoir en mai 68, parce qu'on s'est dit qu'on allait pouvoir rentrer dans la vie vite. Le monde de l'époque était tenu par des gens en général assez âgés, la génération qui avait gagné la guerre, qui avait une philosophie de la vie plutôt dure. Et nous, on avait cru qu'on allait bouger le monde, et finalement, on n'a pas tellement bougé le monde. Et on s'est même retrouvé dans une période un peu délicate parce qu'un certain nombre de jeunes sont devenus extrémistes.
On a commencé à avoir des brigades rouges et des choses comme ça. Et j'ai fait partie de cette jeunesse qui s'est jetée dans le rock'n'roll. Parce que le rock'n'roll défendait nos idées, parlait d'écologie, parlait de liberté. Et très rapidement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais dans une faculté à apprendre comment est fait le monde? Je vais aller voir le monde. Et j'ai commencé à voyager. Et vous avez été en Afrique, aux États-Unis. Il y a Woodstock aussi, non? Non, j'ai pas été à Woodstock. Non, j'ai pas été à Woodstock. J'étais à l'île de Basse, où il y avait un festival. J'étais dans plusieurs festivals. Mais Woodstock est arrivé à nous. Nous, quand en France, on a vu arriver les images à la télévision de Woodstock, on s'est dit, oh, mais il nous faut la même chose. Oui. C'était trop bien. Vous voyez, tout le monde s'amusait sous la pluie, etc. Imaginez, vous avez 20 ans, vous dites, mais voilà ce qu'on veut faire, nous. On veut s'amuser. Je veux dire. Oui, d'ailleurs, ils attendaient 150 000 personnes à Woodstock. Il y en a eu 500 000. Oui. Et ça a été un peu compliqué ensuite à gérer. C'était le bordel, mais... Alors ça, c'était les débuts, mais il y a eu d'autres choses. Et une autre date importante dans votre vie, c'est le 1er janvier 1980. À tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Coutin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrick Coutin. Nous parlerons tout à l'heure de votre nouvel album L'Homme Invisible, votre retour dans un parcours totalement surréaliste parfois, entre la littérature, la musique. Et il y a une date importante dans votre vie, c'est le 1er janvier 1980. Alors j'ai vérifié, c'est la première fois qu'à la télévision, dans un spécial sur France 3 Grand Est, vous chantez cette chanson. J'aime regarder les filles. Bon, écoutez, je m'en souvenais plus, voilà. Mais bravo. L'animateur lance la chanson sans imaginer ce qui va se passer. D'ailleurs, vous non plus, quand vous avez fait cette chanson, vous n'imaginez pas que en 2023, elle serait encore connue. Non. Quand on a fait cette chanson, c'est un peu un coup de chance, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est des rencontres. J'avais rencontré le patron des studios d'Hérouville à l'époque qui m'avait dit « Ah, mais vous êtes aussi... » J'étais journaliste à Rock et Folk. Il m'avait dit « Mais j'ai l'impression que vous êtes un peu musicien aussi. » Je dis « Bah oui, je suis musicien, on était tous musiciens. Hein. » Je veux dire, bon... Et il m'avait dit, si un jour, on avait un peu sympathisé, il m'avait dit, si un jour j'ai un peu de temps de studio, vous viendrez, je ferai des maquettes. Et un jour, il nous a appelés. Et la journée du dimanche, qui devait être une journée de maquette, s'est transformée en une semaine ou 10-15 jours. Et on a fait un album dans lequel il y avait cette chanson « J'aime regarder les filles » que personne n'a voulu, comme souvent d'ailleurs. Et puis un jour, un garçon qui s'appelait Daniel Le Sueur, qui était journaliste, et a refait le tour des maisons de disques. Et là, il en a trouvé 3 ou 4 qui voulaient cet album. Comme quoi, c'est le vendeur qui était plus important que le chanteur. Et c'est sorti. Voilà, chez CBS à l'époque. Et on s'en moquait un peu, pour tout vous dire, qu'on faisait ça pour s'amuser. Et est arrivé 1981, les radios libres, les radios FM, et ça a explosé avec les radios FM. Donc c'est un titre qui a l'habitude de prendre son temps. Oui, exactement. Dans ce qui s'est passé au départ, d'abord la musique, vous avez commencé... Après le refus de votre enfance, par jouer de la guitare, je crois, Patrick Coutin. Oui, j'ai commencé par jouer de la guitare. J'ai acheté une guitare parce que j'avais une voisine qui était d'origine antillaise, qui habitait au-dessus de chez moi, qui faisait des booms, dans lesquels on écoutait du rhythm and blues, du Otis Redding et des choses comme ça, et qui était folle de musique, qui était très jolie. Et je me suis dit que pour l'impressionner, il fallait que je devienne musicien. Mais ce que j'avais pas compris, c'est qu'il allait falloir un peu de temps pour réussir à jouer du rhythm and blues sur une guitare espagnole. Donc ça n'a pas marché, mais en tout cas, c'était mon début en musique. Et puis ensuite, vous avez fait un petit groupe avec des copains. Ouais. Comme tous les mômes de l'époque, on faisait un groupe qui changeait. Hein. Quelquefois, on était avec un guitariste, quelquefois avec 2, etc. Ouais. Je crois que ça s'appelait Reporter dans le groupe. C'est ça. Ouais. C'est un nom de journaliste déjà. Et vous êtes aussi, de temps en temps, sonorisateur. Vous avez appris le métier de sonorisateur. Oui, j'étais intéressé par la technique et j'étais devenu sonorisateur d'un endroit qui s'appelait le Gibus. Ouais. C'était toujours comme le journalisme, pour moi, c'était des façons d'avoir des disques et d'écouter de la musique gratuitement. Parce qu'on n'était pas riche, rentrer dans un club, c'était cher. En étant sonorisateur du Gibus, il y avait tous les groupes de rock anglais qui passaient au Gibus, donc je pouvais les écouter. C'était une petite salle à Paris d'ailleurs. Et c'est là d'ailleurs que je crois que Daniel Le Sueur vous a repéré pour lancer votre chanson. Alors moi qui n'ai pas beaucoup de mémoire, je vais passer un peu plus de temps avec vous parce que vous allez me rafraîchir les idées. Exactement, c'est là, un soir, on avait fait notre disque, il n'était pas sorti, ou il était perdu ce disque, il servait à rien. Et Daniel Le Sueur a écouté le groupe parce je jouais aussi de temps en temps au Gibus.
Et Daniel est venu nous voir après en disant « C'est génial, je vais produire un disque ». Et on lui a dit « Mon pauvre ami, on vient de faire à Hérouville, qui était peut-être le plus grand studio d'Europe à l'époque, on vient de faire un album, personne n'en veut. » Et il nous a dit « Ah bon, je peux écouter ?» Il a pris et c'est là qu'il a réussi à le vendre à une maison de disques. Alors, il se trouve que Hérouville, ça avait été créé par Michel Magne, grand chef d'orchestre, qui avait au départ fait son appartement, et après il a fait un studio. Et ce château a été jadis le lieu de villégiature préféré de Frédéric Chopin et Georges Sand. Absolument. Dont on dit que les fantômes, quelquefois, traversent ce château. Voilà. Et ensuite, il y a eu les Bee Gees et David Bowie dans un autre genre. Et pour vous, vous retrouvez là-dedans, alors que vous n'y étiez rien, c'était mythique, Patrick Coutin. C'est quelque chose. Alors, c'était à la fois fantastique, parce que c'est un château. Moi, j'avais pas l'habitude de vivre dans les châteaux. Parce que c'était un des studios les plus connus du monde, très performant. Et c'est en même temps très difficile, parce que quand vous êtes un musicien amateur, il faut le dire, et que vous vous retrouvez devant ces micros d'enregistrement qui sont d'une précision diabolique, que vous entendez tout, vos fausses notes, ce que vous avez raté, etc. Donc, c'était quelque chose de compliqué aussi. Au bout d'une semaine, j'étais épuisé. Oui, parce qu'en plus, vous refaisiez quelquefois 10 fois le même morceau. Ah oui, c'était comme ça qu'on enregistrait à l'époque. Tout pendant qu'on n'avait pas une bonne prise, on recommençait. Je veux dire, tous ensemble. Donc, s'il suffisait qu'il y en ait un qui rate, et les 3 autres, ils étaient condamnés à refaire. Oui, mais ça, il faut dire que les ingénieurs du son avaient une oreille presque parfaite pour percevoir chaque son. Oui, les ingénieurs du son, en tout cas celui avec lequel on travaillait, Laurent Thibault, qui avait travaillé avec Higelin, etc., c'est un producteur, ingénieur du son. Il en connaissait en tout cas 100 fois plus que nous, ça c'est clair. Et moi, je me souviens d'un ingénieur du son, c'est Sheila qui m'avait raconté ça. Elle enregistre un jour un disque à ses débuts, et puis l'ingénieur du son dit il y a quelque chose qui va pas dedans. Personne ne l'entend. Et ils ont nettoyé les pistes. Ils se sont aperçus qu'il y avait un des musiciens qui accompagnait Sheila, qui avait un petit transistor. Et il écoutait tout en enregistrant les résultats du tiercé. Non. Si. On l'a repéré sur la bande. Oui, il s'est fait virer, j'ai l'impression. Je pense qu'il s'est fait virer. Alors, il se trouve aussi que cet album, c'est beaucoup de travail. Et vous étiez arrivé avec des mini-cassettes au départ, je crois. Oui, oui. On travaillait avec ça. Il n'y avait pas de CD, les albums, c'était les albums des vedettes. Donc nous, on enregistrait nos chansons quand on était en répétition sur un tout petit mini-cassette, quelquefois avec un micro, quelquefois avec le micro du mini-cassette. C'était la façon dont tout le monde travaillait. Mais les Stones et les Beatles travaillaient comme ça. Hein. Exactement. Et la mini-cassette, en fait, c'est un Néerlandais, Lou Ottens, qui était directeur de Philips Audio, qui l'a créé en 63 dans une filiale belge. Et c'est resté presque jusqu'au CD. C'est resté jusqu'au CD, ça revient à la mode. Il y a des gamins aujourd'hui qui font des cassettes. Et j'ai récupéré moi-même un vieux autocassette radio pour pouvoir écouter des cassettes que je trouve chez moi dans ma maison à la campagne. Alors, vous ne cherchiez pas à devenir célèbre et du jour au lendemain, Patrick Coutin, vous l'êtes. Ouais, bah oui. Comment on le vit ? Alors moi, c'était compliqué pour moi, parce que d'abord, je suis quelqu'un au départ de plutôt timide. Il en faut beaucoup pour que je me sente à l'aise. Et puis, je venais quand même d'un milieu un peu d'intellectuels, de gens qui faisaient de la philosophie, de la littérature, et tous mes amis me disaient « Mais t'es devenu fou, qu'est-ce que tu fais à la télévision avec des chanteurs, toi qui devais devenir docteur en philosophie, etc. » Et c'est vrai qu'au départ, je savais pas trop comment prendre cette célébrité. J'avais pas l'habitude d'aller dans la maison de la radio. J'avais pas l'habitude d'aller dans des studios de radio, de rencontrer des journalistes. Et puis, il s'est passé autre chose, c'est que subitement, j'étais invité de partout. Donc, par exemple, à l'époque, il y avait un grand club à Paris, ça s'appelait le Bus Palladium, dans lequel il y avait des concerts. Et j'avais jamais le droit d'entrer au Bus Palladium, mais on se déguisait pour aller au Bus Palladium, on rentrait pas. Je sais pas comment le serveur repérait qu'on était des banlieusards. Et du jour au lendemain, vous êtes invité au Bus Palladium, tout le monde rigole quand vous sortez une vanne, on vous offre le champagne. Et je me suis dit, il y a quelque chose de faux dans cette affaire, quoi. C'était pas moi que les gens aimaient, c'était la célébrité. Et puis, vous aviez connu des gens célèbres puisque vous aviez commencé comme critique musical à Rock & Folk, qui est un autre métier. Oui, mais là, j'étais un peu un fan qui rencontrait ces vedettes, les gens qu'il adorait. Je rencontrais des grands musiciens anglais, américains. Donc, je me mélangeais pas eux. Du coup, j'étais devenu moi-même quelqu'un qu'on attendait à la sortie des radios pour signer des autographes. Bien sûr. Bon. Et c'est quelque chose j'étais pas très à l'aise avec ça. Non, mais en revanche, quand vous les interviewez, ça se passait beaucoup mieux. Rock & Folk, ça a été vraiment pendant 60 ans un magazine culte. Oui. Comment vous êtes arrivé là-dedans, Patrick Coutin ? Je rentrais d'Amérique. J'étais parti en Amérique. J'étais parti voyager. Donc, à un moment, j'avais passé 1 an ou 1 an et demi
en Californie, et puis j'étais revenu en France. Là, je faisais un peu la gueule, pour tout dire, parce qu'il n'y avait pas de soleil, s'ennuyait un peu. Et un jour, j'étais parti à Pigalle acheter des cordes de guitare, et je passe dans une petite rue, je passe devant la plaque Rock et Folk, le journal que je lisais tous les mois pour avoir des nouvelles du monde de la musique. Et je me suis dit, tiens, je vais faire journaliste. Et je suis monté, je leur ai dit, voilà, je m'appelle Patrick, je reviens d'Amérique, je parle anglais, je connais bien le matériel de musique, je voudrais faire des articles sur le matériel des groupes. Et Paringo, qui était le patron, le rédacteur en chef de Rock et Folk, m'a dit, bah, écoutez, allez-y, faites-le. Faites-moi un article, amenez-le-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti, j'ai acheté un journal anglais, le New Musical Express. Il y avait un article sur le matériel de Genesis que j'ai traduit et refabriqué en français. Je lui ai donné l'article et j'ai pas eu de nouvelles. Et ça a duré pendant un mois. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, Coutin, il y a un article signé de toi dans Rock et Folk. Il l'avait publié. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et il y a eu d'autres aventures et on va les évoquer à travers une autre date, le 9 février 2002. À tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Coutin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrick Coutin. Sa chanson culte, J'aime regarder les filles, mais il y a aussi un nouvel album, L'homme invisible, dont on va parler tout à l'heure. Et puis le 9 février 2002, vous savez pas ce que vous avez fait? Non. Ben, vous avez fait l'inauguration de Canal 93. Ah, incroyable. C'était en 2002. Oui, et c'est une salle de musique que vous allez diriger pendant 3 ans, je crois. Oui, absolument. Et que vous inaugurez ce soir-là. Oui, alors c'était une drôle d'aventure, ça aussi. C'est que je connaissais plein de gens dans la musique et un jour, quelqu'un me dit, un de mes amis me dit, tu sais, il y a une salle de musique qui se crée à Bobigny, c'est à Bobigny, et le maire aimerait bien quelques conseils. Donc, si tu veux le rencontrer... Je dis, bah oui, pourquoi pas, toujours prêt à pousser pour ma musique. Bon. Et j'ai rencontré le maire et il m'a dit, écoutez, moi, je voudrais que vous travailliez pour nous. Je dis, bah non, là, je viens de faire un album, j'ai autre chose à faire, etc. Non, si, réfléchissez, vous aurez toute la liberté que vous voulez, vous pourrez continuer à être un artiste, nous, au contraire, on trouve ça bien. Et donc, je dis, bon, d'accord, mais pendant 2 mois. Et puis, finalement, j'y suis resté 3 ans parce que c'est très, très intéressant. C'était fascinant. J'avais l'impression de rendre service. Et c'est vraiment une belle époque de ma vie. Oui, en fait, c'est une époque où les municipalités commençaient à créer des lieux pour la musique nouvelle. Oui. Et c'était le cas de Canal 93. Oui, c'était le cas de Canal 93 où la ville de Bobigny qui essayait de reprendre contact avec une jeunesse... Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ces années-là, on avait beaucoup de problèmes, qui continuent un peu d'ailleurs. Oui. Essayer de mettre des instruments qui intéressent sa jeunesse. Parce que c'est vrai qu'à cette époque, les mômes n'étaient plus juste intéressés par jouer au foot. Ils voulaient faire de la musique, ils voulaient faire du cinéma, du théâtre. Et donc, on a créé cette salle qui a été très étonnante parce que c'est une salle où on pouvait avoir dans la même soirée un chanteur de blues américain et un rappeur venant du quartier d'à côté. Et tout ça arrivait à vivre ensemble et à partager. C'était une aventure humaine très, très intéressante. Mais aussi beaucoup de travail. Oui, ça commençait le matin à 9h30, 10h, ça finit à 2h du matin, oui. Donc vous n'arriviez plus à faire quoi que ce soit à côté? Non, vous faites ça, et puis le jour où vous êtes épuisé, vous arrêtez. En même temps, c'est une chose tout à fait nouvelle, c'est la complémentarité des maisons de la culture qui sont nées dans les années 70. Oui, parce que moi j'ai commencé dans les maisons de la culture. Notre première répétition, quand j'avais 18 ans, c'était dans la maison de la culture de Sarcelles où j'habitais. Et c'était des maisons qui faisaient toutes les cultures. Donc dans lesquelles il y avait du théâtre, de la poésie, du cinéma, souvent un ciné-club, etc. Là, on a recréé des nouvelles maisons de la culture qui avaient été abandonnées. Il faut se souvenir que je ne sais plus quel gouvernement avait décidé de plus les financer, sous la responsabilité des départements et des villes, donc avec des financements multiples, puisqu'il faut bien parler de ça. Et ça a quand même, je crois, créé un grand élan en France, notamment pour les jeunes qui voulaient se lancer dans la musique, parce qu'on avait mis à leur disposition des outils extrêmement performants. Moi, j'avais créé le Canal 93 avec les mêmes outils de musique que ceux que l'on avait dans les grands studios. Donc,
vous donniez à un gamin de banlieue les moyens d'être à égalité avec une star américaine. Et ça, je trouvais ça intéressant. Oui, en même temps, les premières maisons de la culture, années 60, André Malraux décide de les installer. Ouais. Et le groupe Il était une fois a débuté à la maison de la culture de Colombes, où ils ont répété, parce qu'ils habitaient Colombes. Mais en fait, la première maison de la culture, elle a été fondée en 1935 à l'initiative de Paul Vaillant Couturier, rue de Navarin, et c'était le siège de l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, dont Louis Aragon était le secrétaire général. Bon, bah vous voyez, on avait de beaux ancêtres. Alors finalement, vous arrêtez au bout de 3 ans, mais vous allez créer un spectacle qui est resté culte, c'est Ginsburg. Oui, alors c'était un peu mon chant du cygne là-bas. L'idée était tout le temps de faire fonctionner la culture, parce que un des problèmes de ce monde, c'est qu'on a toujours tendance à tourner des pages et oublier qu'il y a eu des gens fantastiques avant vous. Et c'était notamment un des problèmes que je trouvais en banlieue, où on avait beaucoup de gens qui arrivaient d'Afrique, d'Asie, et qui ne connaissaient pas la culture française. Donc, mal. Donc, c'est encore le cas aujourd'hui. Ah oui, il faut l'apprendre. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous la prenez pas, vous risquez pas de la connaître. Ils ont leur culture. Bon, alors c'est bien, c'est un enrichissement. Mais donc l'idée, c'était de faire connaître Gainsbourg au travers d'un réarrangement de Gainsbourg qui était quelquefois fait à partir de musique africaine, quelquefois fait à partir d'idées de rap, etc., de danse hip-hop. Et c'était un spectacle dans lequel on avait fait jouer tous les amateurs qui voulaient jouer, chanter, etc. Pourquoi Gainsbourg, Patrick Coutin? Parce que je pense que Gainsbourg est un artiste extraordinaire, qui reste d'une modernité de langage incroyable, qui était aussi un grand musicien et qui a une importance dans la culture des années 80, 90, 2000, 2010. C'est un chanteur majeur. Exactement. Il a commencé surtout comme Gainsbourg, il avait aucun succès. Oui. Il avait même du mal à vivre. Oui. Et il faisait des chansons yéyé. Et quand il est venu Gainsbar, ça a explosé, notamment avec la Jamaïque. Oui, c'était une chose que je voulais faire en même temps que lui. D'ailleurs, aller enregistrer en Jamaïque que j'ai jamais pu faire. Mais oui, bon, c'était un monsieur qui avait il disait lui-même, il a retourné sa veste le jour où il a vu qu'elle était doublée de vision. C'était quelqu'un qui avait un sens. En plus d'être un grand artiste et un poète remarquable, un sens de l'opportunité fantastique. Complètement. C'était un roi du marketing. D'ailleurs, à l'antenne, il parlait comme ça, on ne comprenait pas. Et dès que le micro était coupé, il parlait tout à fait normalement. Absolument. Moi, je l'ai vu ivre à l'antenne et à jeun 2 minutes après en sortant du studio. Exactement. Non, c'était un grand numéro. Alors, à Bobigny, Patrick Coutin, vous avez également été à la tête de la direction générale chargée de la démocratie des territoires et des événements de la ville. Oui. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est que donc je fais ce Canal 93 où on réussit à faire une chose qui n'existait pas à l'époque, c'est-à-dire rassembler des gens de cultures différentes pour écouter de la musique ensemble et les faire travailler dans des studios de répétition et dans des studios d'enregistrement. Vous êtes un pionnier là. Là, on était vraiment un peu à l'avant-garde. Et on vivait une époque dans ce pays où il y avait un véritable méfiance entre les grandes villes comme Paris, les banlieues qui sont autour, etc., etc. Et le maire de l'époque me rappelle 1 an plus tard en me disant « Écoutez, voilà, ce que vous avez fait au Canal 93, qui était un endroit relativement petit, c'est une salle de spectacle de 400-500 places, je voudrais que vous le fassiez avec toute la ville. » Je dis « Monsieur le maire, vous êtes très gentil, mais moi, c'est pas mon métier. Vous avez des services municipaux, vous avez des trucs comme ça, etc. » Il me dit « Mais si vous pouvez le faire, je vous donne les moyens. » Je lui dis « Mais qu'est-ce que vous voulez faire ?» Il me dit « Je voudrais que vous fassiez tout l'été une grande fête, comme il y a à Paris, sur Paris-Plage, que vous nous fassiez un Bobigny-Plage, où tout le monde puisse venir, manger ensemble, se baigner ensemble, etc. Et je voudrais un certain nombre d'autres événements dans la ville qui fassent que les différentes populations se mélangent. » Et je me suis dit « C'est quand même intéressant. » Donc je lui dis « Je vais essayer. Et donnez-moi 6 mois, si dans 6 mois ça marche pas, j'arrête. » Et finalement, je pense que j'ai dû passer presque 5 ans de ma vie à faire ça. Voilà. Et vous avez en même temps tourné des clips, je crois, et vous avez exposé les tableaux d'influence pop art. Ça, c'est une autre activité. Ah, ça, c'était quand j'étais vraiment gamin. Quand j'étais gamin, oui, moi, je voulais être cinéaste, peintre, écrivain, je voulais tout. Donc j'ai peint pendant longtemps, j'ai fait des expositions, je vendais quelques tableaux, pas très cher, mais j'étais content de moi. Et puis la chanson a quand même continué, et il y a une chanson qui a eu quand même un certain succès. J'étais le crooner du casino. L'heure bleue. Ouais. L'heure bleue, c'est un de vos succès que vous avez souvent chanté parce que vous avez multiplié les concerts sur les petites scènes, sur les grandes scènes.
Alors j'ai tout fait, j'ai fait toutes les scènes de France, du Stade de France jusqu'au bar le plus perdu au beau milieu de la Corrèze. Chanter, c'est quel que soit l'endroit où vous chantez, vous chantez même pour une personne, ça reste un exercice de vérité pour un artiste. Ça dit tout de suite dans quel état vous êtes, vous le savez vous-même. Le jour où vous êtes fatigué, vous dites oh là là, il faut que je fasse attention. Donc oui, j'ai passé ma vie et je passe encore ma vie avec une guitare à la main et à écrire des chansons, à les chanter. C'est ma vie. Alors sur scène, il y a une chanson que vous avez interprétée qui a été censurée par votre maison de disques, je crois. Ça Fais-moi jouer. Exactement. Vous êtes un coquin, Jacques. Oui, quand on a sorti le premier album, il y avait ça dans le premier album, et Alain Lévy, qui était le président de CBS à l'époque, d'Epic, la maison de disques, m'a dit écoutez, cette chanson, on la sortira pas parce que j'arrive pas à me la sortir de la tête, donc c'est un tube et j'ai pas envie d'entrer chez moi voir mes enfants de 8 ans en train de chanter fais-moi jouir, encore une fois. Voilà. C'est comme ça que c'est resté confidentiel. Peut-être pas plus mal. Et puis vous avez travaillé pour les autres, je crois que Dick Rivers vous doit un album. Plusieurs. J'ai fait 3 albums avec Dick, donc le premier Plein Soleil, c'est là que j'ai découvert. Pas là, un tout petit peu avant, mais on était travaillé à Austin ensemble. C'est le fait que j'ai été travailler à Austin, au départ pour faire un album de reprise pour Frank Alamo, que j'ai rencontré des musiciens là-bas et que j'ai commencé à travailler à Austin et que j'ai travaillé pour Dick Rivers, mais aussi pour les Vampas. J'ai fait un album pour les Vampas là-bas. Au total, j'ai fait 3 ou 4 albums pour Dick. C'est une autre activité. C'est fascinant. J'ai appris énormément de choses à travailler pour d'autres artistes. Et puis, il y a eu aussi un livre sur Jim Morrison. Ouais, ça, c'était en pleine pandémie. Oui. Un jour, Stan Cuesta, qui est un journaliste à rock et folk, journaliste de rock français, m'a dit Patrick, je trouve que votre musique m'évoque les Doors et je dirige une collection et j'aimerais faire un des 2 prochains livres sur Jim Morrison. Est-ce que vous voulez bien le faire? J'ai dit bon non, ça va pas, j'écris plus, c'est compliqué d'écrire, hein, c'est un travail. Hein, je veux dire, si vous ne mettez pas les mots derrière les autres, il n'y a rien qui avance. Hein. Il suffit pas d'avoir une idée, quoi. Chanson, moi j'en écris une tous les matins pratiquement. Et un livre, c'est autre chose. Et puis finalement, c'est la première pandémie qui m'a sauvé, parce que je me suis trouvé enfermé pendant 5 mois comme tout le monde, et j'ai écrit ce livre sur Jim Morrison. C'est un projet que j'aime beaucoup encore, qui m'a beaucoup tenu à cœur. Parce que Jim Morrison est quelqu'un qui est pris un peu comme une espèce de rockstar sexy, etc. Mais c'est surtout un grand chanteur et un grand poète. J'ai un peu essayé de réhabiliter ça. Oui, surtout que sa mort est restée mystérieuse. Oui. Alors on dit qu'il est mort dans les toilettes dans la baignoire de l'hôtel Georges V, de sa chambre, qu'il est mort dans les toilettes du bus Palladium. Oui, alors moi j'étais pas là, donc je pourrais pas vous dire où il est mort, mais je pense qu'il est mort. Il est mort à Paris en tout cas. Il est mort à Paris. Il est mort à Paris et il laisse derrière lui 5 ou 6 albums, des centaines de poésies qui ont été publiées il n'y a pas longtemps, qui sont vraiment celles d'un grand artiste. Pour moi, il est un grand poète. Et vous êtes toujours dans l'air du temps, à en croire ce remix. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage, leur ventre qui se colle sur le sable. J'aime regarder les filles version Bob Sinclair, ça c'est inattendu. Oui. Bob Sinclair, vous auriez jamais imaginé qu'un DJ d'aujourd'hui, que j'ai reçu d'ailleurs à ce micro, prendrait votre chanson pour en faire un remix. Non, parce que d'abord c'est une chanson qui est très difficile à interpréter correctement, parce que c'est une chanson qui n'a pas de structure habituelle, c'est une chanson qui est bâtie sur un crescendo, mais c'est aussi devenu un tube de dance. J'aime regarder les filles, ça tourne dans tous les clubs. Donc finalement un Bob Sinclair s'y attaque un jour, c'est un mec qui a du talent, il est capable de faire à peu près n'importe quoi avec n'importe quoi, Bob Sinclair. Hein. Il a réussi en tout cas. En tout cas il a réussi. Oui. Et il y a aussi McDonald, je crois, qui a repris cette chanson. Oui, absolument. McDonald a repris cette chanson pour publier un très beau livre qui s'appelle Et soudain ils se parlèrent, qui est un livre sur les années 80. Oui. Et aujourd'hui, ils font des livres pour enfants. Alors, il y a eu Catherine Pancol, Marc Lévy, Alexandre Jardin. Et aujourd'hui, c'est Virginie Grimaldi qui raconte des histoires pour les enfants, presque pour initier les enfants à la littérature à travers les McDo. Bah, écoutez, allons-y, hein, je veux dire, bon. C'est pas vous qui allez dire non. Moi, écoutez, je mange de tout. Je suis plutôt un fan de nourriture équilibrée, bio, etc. Mais si je suis sur la route et en voiture et qu'il fait beau, je peux m'arrêter dans n'importe quel fast-food et en manger. Hein. Voilà, et en même temps lire un petit peu ce que vous adorez. Oui. Et la musique aussi, vous l'adorez. Et nous, on l'aime aussi. On en parle dans quelques instants à travers une autre date
le 3 mars 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Coutin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrick Coutin, donc 3 mars 2023, sortie d'un nouvel album, L'Homme Invisible. L'Homme Invisible, d'ailleurs, il y a une chanson qui porte ce titre. Quand les vendeurs de rêves sont sur le pas de ta porte, c'est que les pilleurs de tombes sont au bout de la rue. Alors c'est du Patrick Coutin pur et dur dans la tradition. Et effectivement, L'Homme Invisible, c'est un sujet inattendu pour vous. C'est un sujet qui est sorti de la pandémie. J'ai toujours été un peu fasciné. C'est un roman d'H.G. Wells qui m'a toujours un peu fasciné. C'est l'histoire d'un savant qui invente un produit pour remonter le temps. Et puis, en fait, le produit ne marche pas pour remonter le temps, mais ça le rend invisible. Ouais. Et donc, du coup, il a un tas d'aventures, c'est devenu un feuilleton. Il y a eu une dizaine de films et de séries. Il y a eu une série télévisée de 2 ans, en 1959, à la télévision en noir et blanc. Absolument. Et moi, j'avais vu quelques épisodes de celle-là où il a un masque, on lui met un masque pour qu'il soit visible. Et en fait, dans la dernière partie de la pandémie, quand j'étais en train d'écrire cet album, je voulais faire un album simple, de rock, spontané, parce que j'avais cette idée qu'on vivait à une période difficile, et un jour, je me suis dit, mais il faudrait que je puisse mettre mes lunettes noires, on n'avait pas le droit de sortir, et devenir invisible. Et comme ça, je ferais ce que je pourrais, j'irais en haut d'une petite colline, je regarderais vivre le monde, je pourrais aller faire mes courses sans que personne me voie, etc., etc. Parce que je passais ma vie devant la télévision comme tout le monde pour essayer d'avoir des nouvelles de ce qui allait se passer, mais les nouvelles n'étaient pas bonnes. Oui. Faut quand même le dire, il y avait des morts tous les jours. Et on ne savait pas ce qu'on allait devenir. Nous, on ne chantait plus, on ne voyait plus nos musiciens, on ne pouvait pas travailler. Donc, L'Homme Invisible est parti de ça. Il y a des moments où je me suis dit, c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où il faudrait être invisible et pouvoir juste vivre sa petite vie tranquillement et ne rien faire d'autre. Et d'ailleurs, à cette époque, vous aviez écrit une chanson qu'on a suivie sur Internet, c'était Fuck the Covid. Ah! C'est assez étonnant, vous avez fait ça sur Internet, cette chanson. Oui, j'ai fait ça, j'étais à la campagne, enfermé à la campagne, en train d'écrire sur Dick Rivers. Et cette chanson, je veux dire pourquoi j'ai écrit. Je suis parti, on avait le droit d'aller faire ses courses au supermarché, je suis parti au supermarché, et il y avait une jeune caissière qui était là, qui visiblement, elle avait l'air un peu triste, et je me suis dit, cette jeune femme, ce soir, si elle a travaillé avec des gens qui sont contaminants, puisqu'on était tous potentiellement contaminants, et si ça se trouve, elle verra pas son petit ami, parce que il faut rester chacun chez soi, il faut pas prendre la voiture, etc., etc. Et c'est en fait son petit ami qui parle et qui lui dit, moi ce soir, en fait, fuck the Covid, c'est-à-dire je vais me battre contre le Covid, donc je suis un soldat et je peux plus te voir. Parce que c'était ça pour des tas de jeunes. Et c'est donc cette chanson est enregistrée, oui, presque sur un mini-cassette. Alors, L'Homme Invisible, c'est un album que vous avez enregistré au Texas, à Austin. Oui. Vous êtes retourné là-bas en trouvant des musiciens, en vous installant dans un studio qui s'appelle The Zone, qui est dédié au rock. C'était une volonté de votre part? C'est devenu une volonté. C'est-à-dire qu'un soir, on était encore dans cette pandémie, et je me disais, mais j'en avais marre, en fait. Il était 3h du matin, je dormais plus, on dormait plus, ça servait plus à rien de dormir, parce que ça servait plus à rien de se réveiller, quelque part. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils deviennent mes amis à Austin? Et je suis parti et j'ai retrouvé le guitariste avec qui j'avais travaillé, qui s'appelle David Grissom, qui est un grand guitariste américain. Et je lui ai parlé, je lui ai dit, comment ça va, David? Il m'a dit, et toi, Patrick, comment ça va? Tu devrais venir à Austin enregistrer. Et je me suis dit, il a raison. Et donc je lui ai dit, tu peux me trouver du studio et des musiciens? Et il m'a répondu, en décembre. Et là, on était le 28 février ou quelque chose comme ça. Je lui ai dit, non, décembre, c'est trop tard, on ne sait pas où on sera, la vie est trop compliquée aujourd'hui, je veux enregistrer tout de suite. Et il m'a répondu, non, si tu veux, j'ai quelques jours de studio à Austin, le 8 mars, c'était. Donc une semaine plus tard, avec un fantastique batteur, un grand bassiste, lui-même, je sais que c'est un des plus grands musiciens guitaristes au monde aujourd'hui. Et j'ai dit, bon d'accord, j'arrive. Je sautais dans l'avion, j'ai pris mes chansons et je suis arrivé, on les a enregistrées et j'ai fait cet album. Et parmi ces chansons, il y a la ballade de Jesus Cat. Roulez vite, mourir libre.
s'est envolée vers le ciel. Les anges n'ont pas besoin d'elle. Alors, Jesus Cat, c'est une jeune femme blonde, fragile, qui part sur sa moto et qui va s'envoler comme Icare. Oui, qui va se brûler les ailes, précisément. C'est une personne que je connais et que j'ai mélangée avec une personne que j'ai connue. Je fais partie d'une génération qui était probablement plus équilibrée que beaucoup de générations, mais qui a aussi eu beaucoup de mal de vivre. Et je pense que ça fait partie de la vie humaine que de se confronter à des difficultés d'existence, et dans lequel la route, la moto ont été des symboles de liberté, mais qui quelquefois peuvent se retourner contre vous. C'est une chanson là-dessus. Voilà. Et les femmes ont toujours été une source d'inspiration essentielle pour vous. Je suis ma mère avait beaucoup de sœurs. Je viens d'une famille de femmes. Moi-même, j'ai plusieurs filles. Je suis fasciné par les femmes. Il faut se souvenir qu'en 68-70, on est au début du mouvement de libération des femmes. Je me souviens avoir imprimé sur une Renéo à alcool un des premiers tracts du Women's Lib, et voir cette population qui était un peu condamnée à la cuisine ou aux travaux ménagers exploser, littéralement. Moi, ça m'a fasciné. Je crois que je suis un amoureux de la femme. J'ai une amie qui dit toujours Coutin, lui, il aime les regarder. Bon, j'avais regardé les filles. Oui, mais c'est vrai que je suis assez fasciné par la féminité et par la femme. Et puis, vous êtes fasciné aussi par d'autres sujets, toujours optimistes, mais parfois pas tout à fait, avec cette chanson « À part ça, tout va bien ». À part ça, tout va bien. À part ça, tout va bien. La planète se fissure, les forêts disparaissent, les pôles se disloquent. L'air que tu respires. Alors, c'est un cri, cette chanson, parce que la planète est en danger. Beaucoup de gens le disent, mais vous l'avez dit avant beaucoup d'autres, Patrick Coutin. Moi, je ne me considère pas comme un chanteur engagé. Je pense que la chanson, c'est à la fois un divertissement, mais on doit dire aussi des choses. Mais sur un sujet comme celui de la planète et du danger que court l'humanité, puisque c'est quand même notre maison, je pense que de temps en temps, on a le droit de l'ouvrir. Et là, j'avais vraiment envie de l'ouvrir et de dire, mais arrêtons de nous comporter comme si tout allait bien, parce que ça ne va pas bien. De fait, même s'il faut vivre, même s'il faut aimer, faire des enfants, etc., il faut prendre en compte le fait que cette planète ne va pas bien. En même temps, vous le disiez depuis bien longtemps, dans les années 70, vous le disiez déjà. Oui, moi je pense qu'il y a, comme je vous dis, je ne me sens pas un chanteur engagé, je ne me sens pas un donneur de leçons, mais je crois qu'on doit dire ce que l'on pense et on doit poliment, mais fermement dénoncer ce qui semble dénonçable et ce qui doit être dénoncé. Et puis vous aimez le public et vous le chantez à votre manière. Moi je dis que les heures durent des années et que les nuits n'ont pas de fin. Quoi que je fasse ou que j'aille loin. Quand je suis loin de vous, c'est presque le public. C'est loin de tout ce que vous aimez. Oui. En fait, c'est une chanson d'amour qui dit simplement. Alors c'est quelque chose qu'on connaît en plus avec le temps qui passe, avec peut-être une certaine forme de maturité. C'est qu'il y a des gens qu'on aime et qu'on ne voit plus. Et ça peut être le public, effectivement, notamment pendant cette pandémie où nous, on a été privés de notre miel, de notre nourriture, qui était chantée devant des gens. Et là, on vit dans le blues, quoi. On vit dans une forme de solitude un peu triste, qui peut être même vivable, mais on vit quand même dans le blues. Voilà. Et le public, vous allez le retrouver, je crois, dans un concert pour lancer cet album à la Bellevilloise, qui est un petit théâtre parisien. C'est une salle de rock qui se tient à côté de Belleville, dans lequel que j'aime beaucoup. J'ai déjà joué là-bas. C'est un endroit qui est... Moi, j'aime bien les endroits où on puisse chanter, où les gens puissent vivre en même temps. Je ne suis pas quelqu'un qui est pas fanatique d'avoir les gens assis en face de moi. J'aime bien que les gens bougent, dansent, boivent un verre, etc. Donc ça correspond à ça. Puis après, on fera une série de concerts jusqu'à, j'espère, l'été 2024 en France, partout.
pourra aller, quoi. Voilà, là c'est le 21 mars, je le précise pour vos fans, à la Bellevilloise, donc à Belleville. Et à propos de rock, il y a quelqu'un dont le départ vous a profondément marqué, c'est Johnny. Oui. C'est vrai que Johnny, sa disparition, pour vous, c'est la fin d'un monde. C'est la fin de mon adolescence. Oui. Moi, le premier simple que j'ai acheté, c'était Retiens la nuit, des paroles d'Aznavour. Donc, à bout d'un moment, vous savez même plus que c'est un chanteur. C'est plus une star, c'est plus rien du tout. C'est juste un mec avec qui vous vivez depuis que vous avez 16 ans. Voilà. Et donc, il est forcément immortel dans une certaine mesure. Mais en même temps, le fait de savoir qu'il est plus là, que cette espèce de copain, parce que c'était un pote, dans une certaine mesure, qui avait vécu à sa façon, mais les mêmes transformations du monde que moi. Quelquefois, j'étais d'accord avec lui, quelquefois pas d'accord, mais ça change rien. Comme un cousin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Ce qui m'a choqué aussi, c'est que subitement, le monde entier, en France, adorait Johnny, alors qu'il n'avait pas toujours été si bien traité que ça. Moi, je l'ai vu dans des moments de solitude terribles, Johnny. Et donc, vous vous dites, alors voilà ce gamin, beau comme un dieu, hein, qui était jeune, magnifique, qui chantait incroyablement, devenu âgé, meurt, subitement, c'est presque devenu un héros national, on pourrait presque en faire un ministre après la mort. J'ai trouvé tout ça hallucinant. Ouais. On m'a un peu volé mon enfance avec cette mort de Johnny. Oui, et c'est vrai que Johnny était un mythe. Et au début, quand il a commencé, je me souviens d'articles de journalistes qui disaient « ce sera un feu de paille, ça ne marchera jamais ». Ah bah bien vu. Il a allumé le feu, autrement. Bien vu. Et dans cet album, il y a aussi une autre chanson qui parle d'une star, mais celle du comptoir. Et même si affinité, qu'on en reste là. De ceux qui sont plus rien, c'est ça la chanson, la star du comptoir. La star du comptoir, c'est une scène qu'on voit tous les jours dans un bar parisien. C'est des gens qui se croisent, qui aimeraient bien vivre, et puis qui en fait ne vont rien vivre, si ce n'est boire un verre ensemble, et qui se la jouent aussi un peu, souvent. Vous voyez, bon, on est dans une période de la société dans laquelle la vie est étrange. Il y a beaucoup de temps libre, il y a beaucoup de choses qui se passent de partout. On a des téléphones, des télévisions, des bagnoles, etc., etc. Et on est de plus en plus éloigné d'une vraie vie. Il faut quand même le dire. Et c'est une chanson qui parle un peu de ça, de cette vie parisienne qui quelquefois amène rien nulle part. Voilà, on ne fait que parler. Voilà. Alors que vous agissez, il y a cet album, le 13e album donc, que vous avez sorti, L'Homme Invisible, et vous allez continuer parce que vous n'êtes pas du genre à prendre votre retraite, Patrick Coutin. Non, prendre sa retraite. Si, mais dans un endroit très fermé avec un petit symbole de ad vitam aeternam dessus, mais non, je prendrai ma retraite quand ça sera fini. Je veux dire, pour l'instant, je compose, je fais de la musique, j'ai des projets, j'ai un livre en projet aussi, donc non. Bon, écoutez, il y a ces nouvelles albums. Vous non plus, j'espère. Bon, très bien, on se reverra bientôt alors. Quand vous voulez, parce que cet album vient de sortir, L'Homme Invisible, le 21 mars à la Bellevilloise, il y a la tournée en 2024, puis ensuite on se reverra, d'accord. Eh bien, à bientôt. Merci à vous, Jacques. Merci Patrick Coutin, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.